Gilles, merci d'être venu vers moi. Je suis en vidéoconférence. Je te rappellerai au plus tard ou demain. Merci beaucoup. Telefoni o auto? Tiens, un peu, réitéo. Ah. Nous commençons dans 2 minutes. Voilà, nous avons laissé les dernières personnes rentrer et s'inscrire. Je pense qu'il y en aura d'autres, vu l'intérêt important qu'a provoqué cette conférence auprès de notre cher public. Et donc, je dis quelques mots de bienvenue en attendant que les dernières personnes nous rejoignent. Donc, je voudrais saluer avant tout d'abord notre invité, notre conférencier ce soir, Hervé Chaim Barbé, archéologue franco-israélien. Je le présenterai en quelques lignes. Il a fait évidemment des fouilles importantes en France, mais surtout à Jérusalem depuis de très nombreuses années. Et il a choisi à l'occasion, vous savez que l'Organisation sioniste mondiale, que je présenterai tout à l'heure, essaye de coller à l'actualité. Et malheureusement, cette épidémie du corona nous accompagne depuis de nombreux mois. Et nous avons, à travers les différentes fêtes du calendrier juif, du calendrier israélien, donc du calendrier national et religieux, et d'autres événements évidemment, essayer de vous transmettre un petit peu Israël au plus proche de chez vous, de faire en sorte qu'Israël puisse s'inviter chez vous. Et donc à l'occasion, comme l'a écrit Chaim dans sa feuille de présentation que vous voyez, nous sommes à la veille du 17 Tammuz, qui est une date aussi importante dans le calendrier juif traditionnel, puisqu'elle représente un des différents jeûnes à l'occasion de la future destruction du temple qui va avoir lieu dans 3 semaines, entre guillemets, le 9 Av. Et donc, nous avons décidé ce soir de vous parler évidemment de fouilles qui ont été entreprises en partie importante par Chaim et par ses collègues, qui sont les accès finalement, les accès au temple de Jérusalem sur une période assez longue qui va de la période de Hérode à peu près à la période de Godefroy de Bouillon. Et donc, notre chercheur et notre archéologue a participé à une partie de ces fouilles. Je crois qu'on va avoir l'honneur de pouvoir entendre des choses très particulières. On sait que depuis 67 quasiment, l'État d'Israël n'a cessé de fouiller à travers ce tout petit périmètre important autour du temple. Nous avons découvert des choses extraordinaires. Et donc vraiment, je voudrais remercier toute l'équipe qui nous aide à faire cette 25e conférence que nous faisons depuis 4 mois. En particulier Yasmine, qui est notre directrice des programmes d'Israël s'invite chez vous à Paris, avec lesquels nous allons continuer jusqu'au début du mois d'août. La fin juillet du mois, vous proposez encore quelques conférences. Hervé Naftali-Lévy du département des activités sionistes, qui est aussi notre partenaire depuis le début de cette aventure. Et avant tout, je me permets, et je lui permettrai évidemment de se présenter un peu plus, peut-être nous dire quelques mots
sur son parcours personnel avant de parler de son parcours professionnel. Hervé Barbet, archéologue à Jérusalem, qui va nous parler des accès du Temple de Jérusalem. Merci Hervé d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle juste une petite phrase importante que je dis toujours. J'imagine que ça va susciter des remarques, des suggestions, des questions. En attendant, vos micros sont fermés. Nous allons noter les questions pour pas qu'il y ait de brouhaha. Nous transmettrons soit pendant la conférence, soit à la fin de la conférence, les remarques à notre conférencier. Merci encore Hervé, la parole est à toi. Merci, alors bonsoir. Je m'appelle Hervé Chaim Barbet, je suis archéologue, comme l'a dit Avi. J'ai partagé mon activité entre la France et Israël. Je suis en Israël depuis fin 96, où j'ai fait mon allié avec ma famille. Et donc, lorsqu'on m'a proposé de faire cette conférence, qu'on est de la date et du 17 Tammuz, et de résultats que je pouvais présenter, j'ai proposé une conférence sur le thème. J'ai écrit ce titre: Escaliers, ponts, rampes et portes, les accès au temple de Jérusalem, d'Hérode le Grand à Godefroy-Brouillon. Je pense que c'est intéressant de voir les éléments nouveaux qu'on peut avoir découverts sur ces accès au temple. C'est un peu symbolique aussi en cette date qui correspond dans l'intégration des Juifs à une date assez triste, puisqu'elle prépare le 9 Av qui verra la direction de la destruction du temple. Mais je vais aussi vous inviter à faire des petites promenades, parce que en dehors de la présentation de deux sites archéologiques, Aurel Yitzhak et le port des Maghrébins, je voudrais vous faire profiter d'une chance que j'ai eue, puisque lorsque je fouillais à la porte des Maghrébins, je travaillais en étroite collaboration avec la police israélienne, et le responsable des lieux de culte, l'officier de police responsable des lieux de culte, m'a permis, chaque fois que je le désirais, de monter sur le mont du Temple, de me rendre où je voulais et de photographier ce que je voulais. Donc je vais vous faire profiter de ces photographies, parce que les photographies que vous verrez, ce sont des endroits où, malheureusement, dans l'état actuel, vous ne pourrez pas pénétrer. Donc, une première diapositive pour présenter le temple dans sa plus grande extension, celle d'Hérode, à la fin dont des travaux qui ont commencé à la fin du 1er siècle en ère chrétienne et qui se sont terminés bien après la mort d'Hérode. Donc, on a sur le front occidental 4 portes, 2 qui s'ouvrent sur la rue et 2 qui s'ouvrent par des systèmes de ponts. Pour vous situer, voici en rouge, en gros, le mur des lamentations actuel. Donc, vous vous rendez compte que ce mur dans lequel vous êtes quand vous êtes à Jérusalem et que vous voyez qui vous paraît monumental, il n'est qu'une petite partie de cette extraordinaire construction qui était le temple d'Hérode. Un tout petit peu plus fort, Chaim, s'il te plaît, merci. Alors, une vision sous un autre angle pour voir les portes qui s'ouvrent au sud. On a une porte double et une porte triple qu'on appelle les portes de Roulda. Et puis, à l'est, une porte dont on parlera à la fin, la porte d'or ou porte de la miséricorde. Elle porte plusieurs noms et elle est vraiment un aspect symbolique par rapport au sujet de ce soir. Maintenant, voici une vision en éclaté des différentes extensions du temple depuis la reconstruction en marron. Donc, c'est le retour de Babylone, la reconstruction du second temple. Son extension en rouge par les Asmonéens, c'est l'épisode des Maccabées, lorsqu'on reprend le site au grec, et c'est l'épisode que vous connaissez tous de Hanouka. Et puis, la dernière grande extension, celle d'Héron en vert, qui est monumentale, qui double la surface pratiquement du temple, et qui est de son esplanade au moins, et qui s'implante donc sur la vallée du Tyropéon, outrepasse la vallée du Tyropéon et commence et s'installe même sur son versant opposé. Donc, lorsque Hérode a fait construire cette extension, vous vous rendez compte que le mur, il a fallu construire un mur très solide, mais c'est des tonnes et des tonnes de remblais qu'il a fallu installer et, pour retrouver le niveau de l'esplanade. Et dans ces remblais, les architectes hérodiens ont eu l'intelligence d'utiliser ces remblais pour y faire entrer des couloirs, des escaliers et des portes pour qu'on puisse pénétrer depuis le niveau bas jusqu'à l'esplanade. Ces portes, elles portent donc les noms des archéologues qui les ont, pour le front ouest, qui les ont identifiés: la porte de Warren, dont on reparlera quand on parlera de la fouille de Yitzhak, l'arche et la porte de Wilson, la porte de Barclay, qu'on parlera quand on évoquera celle de la porte des Maghrébins, et puis l'arche et la porte de Robinson, plus au sud. Ensuite, Hervé, juste le public demande que tu parles plus fort, s'il te plaît. Alors, 2 autres portes qui s'ouvrent sur le front sud, la porte double et la porte triple, ce qui donne sur la colline de l'Ophel, et enfin la porte d'or sur le front ouest. Au sud, ces portes sont obturées. Voici la porte triple dans son état actuel avec ses obturations. Et pour la porte double, non seulement elle est obturée, mais en plus, un bâtiment médiéval. On entend bien là, ça va? Pas assez. Approche-toi un peu ton micro. Les images sont très bien, mais on a besoin de t'entendre plus fort.
Donc cette porte, elle est obturée, mais en plus, vous avez un bâtiment médiéval qui vient contre l'obturation. Maintenant, donc, de l'intérieur, voici le même mur, la même obturation. Et si on se retourne, eh bien, les couloirs qui permettaient à l'époque d'Hérode de pénétrer depuis les portes de Hulda, les portes doubles et triples, jusqu'à l'esplanade du Mont du Temple, sont encore en place. Et on a une série d'escaliers qui permettent de récupérer la différence d'altitude de couloirs. Voici donc le premier escalier, deuxième escalier et troisième escalier à la sortie. Et donc, maintenant, nous sortons donc de cet espace. La différence étant que à l'époque du temple, on avait le temple et maintenant, c'est le dôme du rocher que l'on voit. Mais vous avez pu parcourir comme ça un espace dans lequel actuellement, même les touristes ne peuvent pas pénétrer. C'est seulement les musulmans qui vont donc en prière dans leur mosquée. Maintenant, voici donc une vue aérienne du mont du Temple, du temple et du Kotel, du mur de lamentation. Pour vous présenter deux fouilles, la localisation des deux fouilles. La première, celle du site d'Ohel Yitzhak, la synagogue Yitzhak, et celle de la porte des Maghrébins, juste au sud du mur de lamentation. Alors, lorsqu'on parle pour comprendre la synagogue de Yitzhak, les raisons pour lesquelles on a fouillé, il faut que je revienne un petit peu en arrière à la période ottomane. Dans la première moitié du XIXe siècle, on construit sur la rue Agaï un certain nombre de maisons, avec une petite ruelle entre les maisons. Puis, dans un deuxième temps, un autre bâtiment est construit. La ruelle est fermée et obturée, et elle est couverte, et elle devient en fin de compte le couloir qui dessert les différentes pièces d'un même ensemble. Cet ensemble est acheté par des juifs hongrois qui appartiennent à un groupe orthodoxe qui s'appelait à l'époque les Chomrei Aromot, c'est-à-dire les gardiens des remparts, qui ont donné la secte actuelle des Neturei Karta. Ils construisent sur les toits en terrasse une synagogue auquel ils donnent le nom d'Ohel Yitzhak, la tente d'Yitzhak et d'Isaac. Et ils ajoutent encore, au début du XXe siècle, un petit balcon qui agrandit l'espace de prière des femmes. La communauté juive hongroise va vivre ici jusqu'en 1936. Voici une vue aérienne, pas très bonne, mais de la synagogue. Et à l'intérieur, voici un enfant qui est en train d'étudier. Donc, une synagogue tout à fait européenne dans son architecture, avec des fausses colonnes engagées cannelées, de l'œil de bœuf, on croirait presque du style empire français. Et donc, une synagogue construite vraiment par des Européens. Synagogue ashkénaze avec la théba au milieu. Et cette synagogue, les Jordaniens l'ont fait exploser en 1948, comme ils ont fait sauter la synagogue de Rourva et la synagogue de Tiferet Israël. Ces trois synagogues sont aujourd'hui reconstruites. Alors, celle de Yitzhak, voici quel était l'état. Donc, il restait deux pans de mur avant que sa rénovation commence, notamment le pan de mur est avec, vous voyez, la petite niche qui accueillait donc l'Aaron HaKodesh, le Sefer Torah. Ce bien a été racheté donc, au début des années 90 par un riche donateur américain, Erwin Moscovitch et sa femme Tcherna. Et c'est eux qui ont décidé de financer la reconstitution de cette synagogue, de la restauration. Et en même temps, on demandait aux antiquités israéliennes, pendant que le service de conservation restaurait le bâtiment, de faire des fouilles sous la synagogue, sous les bâtiments ottomans, pour comprendre quelle était l'histoire du site. Donc, voici l'état de la synagogue avant la reconstruction, et voici la synagogue actuelle. Elle est magnifique. Hein. Donc, ceux qui ne la connaissent pas, la prochaine fois que vous allez à Jérusalem, je vous invite à la visiter. Alors, pendant donc, on reconstruit cette synagogue, nous, on a fouillé, et voici deux coupes qui donnent un exemple de ce qu'on a pu découvrir. Alors, on est descendu comme ça, sur 13 mètres de profondeur. On n'a pas réussi à atteindre le rocher. On est très près du rocher, mais on n'a pas réussi à l'atteindre. Et on a découvert comme ça 2000 ans d'histoire sur ces 13 mètres de sédiments. Le premier bâtiment qu'on a retrouvé dans ce secteur de la fouille, c'est un bâtiment mamelouk que je mets en jaune. Et voici son état de reconstitution. Après la fouille. À l'origine, quand on l'a découvert, il était enduit de mortier, comme vous voyez sur le pilier gauche, parce que ça avait été transformé à l'époque ottomane en réservoir à eau. Donc, on a décidé ce bâtiment, Hervé, se trouve sous la synagogue que nous venons de voir. Juste sous la synagogue, juste sous le sol de la synagogue. La synagogue empiète légèrement pratiquement le mur de la synagogue arrive au niveau du puits de lumière que vous voyez en haut, le mur sud. Et donc, cet espace était complètement ignoré dans la topographie historique, puisque comme il avait été transformé en réservoir à eau, évidemment, on avait obturé toutes les fenêtres et les portes avec un enduit très, très, très puissant. Et c'était un miracle qu'on ait redécouvert cet ensemble qui est magnifique. Et donc, comme le sol avait été percé par les Ottomans lorsqu'ils avaient fait leur réservoir à eau pour approfondir, on n'a pas eu de scrupule à percer le
le sol de mortier du réservoir et à descendre plus bas. Alors, évidemment, quand on fait ce genre de travail, l'archéologue travaille avec un ingénieur construction parce qu'il faut conforter, ce qui explique que, si vous voyez bien dans la coupe de droite, pardon, on descend en escalier puisque chaque fois on réduit la surface en fonction des confortements qu'on est obligé de faire. Donc on a comme ça descendu dans la chronologie, les périodes islamiques anciennes et franques est plutôt islamique ancienne, la période byzantine et romaine, et en fait, ensuite on est arrivé à la fin de la période du Second Temple, qui est la période qui va nous intéresser maintenant pour le sujet de ce soir. Donc voici le plan des vestiges de la période de la fin du Second Temple. Vous n'êtes peut-être pas très habitué à lire un plan de ce type. Alors, les traits pleins se correspondent aux limites du bâtiment dans lequel on a commencé les fouilles, les maisons ottomanes, et les traits que vous avez donc à l'intérieur, avec les numéros, correspondent aux vestiges qu'on a découverts. Donc, je surligne pour que vous compreniez bien, on a découvert 2 salles voûtées, donc en partie conservées. L'espace entre les 2 salles nous laisse supposer qu'une troisième existe entre les deux. Ces salles voûtées ont une particularité architecturale. Voici les salles en cours de fouilles. C'est que les murs sont en pierre de différentes tailles, agencés avec un liant de terre, alors que uniquement la voûte est en bonne pierre de taille, très bien travaillée. On retrouve exactement cette particularité architecturale dans une autre fouille, celle du parking Givati à l'extérieur du rempart. Vous reconnaissez sans doute le rempart de Jérusalem, l'angle du mont du Temple, le jardin archéologique, et au fond, la rampe actuelle, provisoire, entre guillemets, de la porte des Maghrébins. Le site était fouillé par mon collègue Doron Benami, et un bâtiment très important qui interprète comme le palais de la reine Hélène, donc qui a été détruit par les Romains au moment de la destruction de la ville en 70. Je vous cite ces sources qui permettent de positionner ce bâtiment dans ce secteur. C'est un bâtiment très riche dont les sous-sols, les caves, présentent exactement le même type de construction que celle qu'on a trouvée à Oued Yitzhak, à savoir des murs, donc la base des murs en pierre sèche et des grosses pierres, des petites pierres mélangées, et encore une fois, la voûte elle-même en bonne pierre de taille. Donc on a vraiment une signature architecturale de l'époque hérodienne qu'on retrouve sur les 2 sites, qui sont 2 sites qui ont été détruits par les Romains en 170 au moment de la prise de la ville. Alors dans les vestiges, parmi les objets qu'on a trouvés à Oued Yitzhak, voici ces magnifiques objets en pierre. Donc on a trouvé aussi des mesures, mais ce pied de table et le calal, ce grand vase de pierre, qui est un vase que l'on trouvait dans les cuisines des maisons de Kohanim, notamment. Voici, ça c'est la maison brûlée, si vous connaissez à Jérusalem. Vous avez une cuisine avec ces types de vases, ces calalim, tout à fait caractéristiques de l'époque de la fin du Second Temple. Le pied de table et le calal que l'on a trouvé à Oued Yitzhak sont depuis une dizaine d'années en train de faire un tour dans une exposition aux États-Unis. Alors Hervé, on a un petit problème de son, pas grave. Ouais. Si tu peux simplement parler plus lentement et un peu plus fort, ça aiderait beaucoup de nous. Alors on a trouvé également des monnaies, aussi une monnaie de l'époque d'Agrippa II, donc peu de temps avant la destruction, et surtout celle-ci, une magnifique monnaie d'or qui est exceptionnelle parce que c'est une monnaie, donc il est écrit Geulat Zion, c'est une monnaie de la Grande Révolte, mais c'est une monnaie de la 4e année, Shnat Arba. Et donc 4e année, ça veut dire que, sachant que la 4e année commençait au 1er Nissan 70, et que ça s'est arrêté au 9 Av 70, c'est une monnaie qui a à peine 4 mois lorsqu'elle a été enterrée. Alors maintenant, ces éléments nous ont permis de dater ce que l'on va voir maintenant, les éléments que l'on va voir maintenant. Ces salles voûtées viennent contre un énorme massif de maçonnerie qu'on appelle dans notre jargon d'archéologue en opus cementitium. Cementitium, vous reconnaissez la racine latine du mot ciment. En fait, c'est un mur qui n'est pas paramenté, mais qui est construit avec un agglomérat de pierres prises dans un mortier très dense. C'est pratiquement impossible, même au marteau-piqueur, de le démonter. Ce massif de maçonnerie, il a une particularité, il part en escalier vers l'est. Vous avez ensuite, alors là, vous avez un mur romain qui est posé, vous avez le massif de maçonnerie, une partie du massif de maçonnerie, puisqu'il fait 3,20 m de large, et vous voyez une première marche, une deuxième, une troisième et une quatrième marche. La première marche est presque entièrement pillée. Il faut savoir qu'au début, le massif de maçonnerie était lui-même recouvert de dalles, mais les dalles ont été pillées. La première marche est pillée, mais les autres, la deuxième, troisième et quatrième marche, sont encore en place. Voilà, je vous situe ici donc les 4 marches. On a pu faire un sondage dans un autre espace où on avait trouvé le massif de maçonnerie, et on a trouvé encore 2 marches. Ce qui nous montre que sur toute la largeur de ce massif de maçonnerie,
ça correspond effectivement à l'emmarchement. Pardon, les marches continuent, se trouvent sur l'ensemble sont accolées à l'ensemble de ce massif de maçonnerie. Sachant que ce massif de maçonnerie, on n'a pas trouvé de limite au sud et pas de limite au nord. Et on a déjà sorti plus de 11 mètres de longueur. Donc c'est quelque chose de monumental. On ne sait pas si on en a un tiers, un quart ou 50%. Et donc, ces marches, donc, maintenant, si on se resitue par rapport au temple, on place notre découverte, sachant qu'aussi on a des demi-marches qui sont réparties de part et d'autre, donc une certaine irrégularité de l'emmarchement. Cette irrégularité de l'emmarchement, on retrouve ça dans l'ensemble des temples de l'époque antique. Pour ce qui est du front sud du mont du Temple, les portes de Roulda, l'accès se fait par des marches qui sont deux petites marches et une marche longue, deux petites marches et une marche longue. Ici, on a un système qui fait que si les personnes vont emprunter les demi-marches, il est obligé un peu de slalomer. Si vous allez au Parthénon, vous verrez que vous êtes obligé de considérablement lever la jambe pour monter au temple. Et cette irrégularité des marches, on la retrouve également dans les mikvaot, dans les bas rituels juifs. Et l'explication qui est donnée, c'est que les constructeurs ont volontairement modifié le rythme des marches habituelles pour que la personne qui se rende au temple se rende compte en étant obligée de faire attention à sa démarche, qu'elle ne se rendait pas dans un endroit simple, mais qu'elle allait vers le temple de Jérusalem ou le Parthénon ou dans un mikvé pour se purifier, et donc que la personne prenne conscience par sa démarche de son engagement religieux. Alors cet escalier, évidemment, on n'a trouvé que 4 marches, mais placé où il est, pour moi, il est évident qu'il correspond à un escalier monumental construit après l'extension du temple d'Hérode et qui menait à la porte de Warren, la porte basse la plus à l'ouest et la plus au nord-ouest. Hervé, pour nos auditeurs, tu peux nous montrer avec ta flèche où se trouve le cotel actuel pour qu'ils comprennent. C'est la porte de Warren. Et donc, il faut imaginer que si on résume maintenant que c'est une découverte tout à fait exceptionnelle parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans la topographie de la ville. On a maintenant un escalier monumental qui descend et qui permettait aux personnes de pénétrer sur le temple par cette porte. D'autres empruntaient le pont depuis la ville haute, d'autres pénétraient par la porte de Warren, par Robinson. Mais là, c'est la première fois qu'on découvre le système qui permettait d'amener les fidèles à la porte de Warren. Donc ça, c'est pour les découvertes de l'époque du Second Temple. Tu peux juste nous situer tu reviens sur la présentation juste avant, et si tu peux, autrement t'embête pas, nous situer le cotel actuel pour que les gens prennent. Alors le cotel actuel, il est ici. J'aurais pu le remettre, je l'avais mis sur la première diapositive. Pour vous donner un élément de réflexion, enfin un point de comparaison, j'avais le linteau que vous voyez ici du sommet de la porte dite de Barclay. On va le retrouver dans la fouille suivante, celle que je vais évoquer, la porte des Maghrébins. Il se voit très bien à partir de l'espace de prière des femmes. On va en parler maintenant. Donc voici la fouille de la porte des Maghrébins. Donc une première campagne en 2007, puis ensuite une fouille plus longue jusqu'en 2014. Alors le travail est fini, les piles de pont sont prêts pour construire le pont définitif. Là, la décision est maintenant du domaine du politique, mais au niveau archéologique, l'ensemble du travail est fait. Donc vous avez cette parcelle dite provisoire, qui dure un peu longtemps malheureusement. Et voici des photos aériennes, des photos anciennes pour vous compreniez bien les questions qu'on se posait au départ de notre fouille. Vous remarquez que le quartier des Maghrébins donc, se développe ici, et on a contre la porte un massif de... Le quartier des Maghrébins est un quartier juif, n'est-ce pas, Hervé? Ça dépend de quelle période on se place, mais je vais y revenir. D'accord. Les maisons dites d'Abou Saoud, donc qui sont plus hautes, des plus belles maisons, mais on voit bien qu'on a ici un monticule. Donc, quand on décide d'ouvrir une porte à partir de l'escalade, on n'a pas le choix, il faut qu'on l'ouvre depuis l'intérieur, qu'on l'ouvre à partir du niveau de la cour de l'escalade. Maintenant, le fait d'avoir choisi d'ouvrir une porte ici, une porte plus tardive que celle d'Hérode, la question est de savoir si on l'avait ouvert ici parce qu'il y avait des vestiges qui permettaient de positionner la rampe ou le pont le plus facilement, ou si on avait construit ex nihilo un système d'accès à cette porte. Donc, voici la porte. Je ne sais pas, vous voyez, parce que moi, les photos me masquent, mais donc la porte des Maghrébins. Et alors, une autre photo, la petite ruelle qui serpente, qui montait donc à la porte des Maghrébins,
sous la forme d'une rampe. Et donc, le quartier des Maghrébins, qui était un quartier assez pauvre, et avec, donc ici, l'espace de prière du Kotel, donc du mur d'alimentation, qui correspond à ce mur. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, il y avait une très bonne relation entre la communauté juive et les Ottomans. Sachez qu'en grande partie, les remparts de Jérusalem, les remparts de Soliman ont été construits avec des subsides de la communauté juive du Caire, à laquelle la communauté juive de Jérusalem avait envoyé le rabbin Abraham Castro pour recueillir l'argent pour cette construction. Donc, il y a eu un tout petit tremblement de terre qui a détruit une partie du quartier des Maghrébins à cette époque. Et donc, au moment de la reconstruction, la communauté juive a obtenu qu'une partie ne soit pas reconstruite, qu'on leur cède une bande de 33 mètres sur 3 ou 4 mètres pour qu'ils puissent prier. C'est cet espace de prière qui a été en fonction jusqu'à l'arrivée des parachutistes israéliens en 67. Les photos que vous voyez prises de l'armée ici, en 67, correspondent à cet espace. Alors, donc en 67, la décision est prise très rapidement de raser le quartier des Maghrébins. Les maisons à Abou Saoud vivent encore un an ou deux, mais en 69, vous voyez que les fouilles ont commencé à l'angle du Mont du Temple, et donc les maisons d'Abou Saoud ont été démantelées aussi. Pour ces fouilles du Mont du Temple, elles ont été, la suiveuse du Mont du Temple, elles ont été dirigées par un archéologue du nom de Meir Bendov essentiellement. Et une petite anecdote, quelque chose que peu de gens savent et qui actuellement se paraîtrait impossible. Parmi les premiers fouilleurs qui ont fouillé avec Meir Bendov, il y avait un jeune musulman en culotte courte qui s'appelait Sarin Oussebe, qui est actuellement le responsable de l'université palestinienne de Jérusalem Al-Quds. Donc, voici une coupe de la rampe, avec donc en jaune la partie qui s'est effondrée en 2004, l'hiver 2003-2004. Alors la question était aussi de savoir quand avait été ouverte la porte des Maghrébins, donc cette petite porte qui se situe au-dessus de la porte de Barclay, donc la porte de l'époque d'Hérode. Cette porte de l'époque d'Hérode, elle était encore mentionnée au XIe siècle. On le sait parce qu'il y avait une prière des portes qui se faisait par la communauté juive, et elle est mentionnée à cette occasion. Et elle est mentionnée aussi par Nassir Khosrow, un musulman iranien qui décrit les portes dans son manuel de pèlerinage qu'il fait à Jérusalem. Donc, je continue. Voici donc l'effondrement qui s'est produit en 2004. Les ingénieurs qui ont dû se prononcer ont dit que c'était pas réparable, qu'il fallait tout raser et reconstruire un pont neuf, ce qui a justifié la réalisation de fouilles de sauvetage que j'ai dirigées. Et donc, pour ce qui est de la porte de Barclay, vous voyez ici, pour l'identifier, voici l'espace de prière des femmes avec la petite maison que tout le monde connaît, où on monte par un petit escalier avec des barres à faire sur les côtés. Et vous avez en fait ici la partie nord du linteau, le chambranle, et puis les petites pierres que vous voyez ici sont les pierres qui viennent boucher, qui sur l'obturation de la porte elle-même. Alors, on a, à l'occasion de la fouille, on a piqueté les enduits, on retrouve la prolongation du linteau et le bourrage de pierre de la porte elle-même. On retrouve la même chose de l'intérieur, et ça, c'est encore une fois, je vais vous montrer quelque chose que vous ne pourrez pas voir. Voici, donc on est à l'intérieur du Mont du Temple, on retrouve le chambranle mais opposé, et la partie intérieure du linteau, et toujours le bourrage de petites pierres qui ferme la porte. Évidemment, si on voulait resituer l'époque d'Hérode, il faudrait descendre au moins 3 ou 4 mètres pour retrouver l'escalier qui montait à l'esplanade. Alors cet endroit, c'est une mosquée aussi, c'est une mosquée que les musulmans utilisent et qu'ils ont appelée Al-Bourak, mosquée Al-Bourak, c'est-à-dire en lui donnant le nom de la monture fantastique de Muhammad. Et ce qui fait que, comme les musulmans ont appelé cette mosquée Al-Bourak, l'UNESCO, sans vergogne et sans que ça lui pose de problème, en profite pour appeler l'esplanade du mur de lamentation la place Al-Bourak, dans ses rapports. Aussi sous un autre angle, cette porte de vue de l'intérieur. Alors, maintenant, sur les vestiges de l'époque, entre deux murs de l'époque, un de l'époque byzantine et l'autre de l'époque islamique ancienne, on a remarqué ces arches qui sont des arcs de décharge en intégrant force dans l'architecture plus ancienne. On en a deux comme ça, et ces deux arches sont en fait les pieds, les bases qui supportent cette arche que vous avez ici.
et cette arche elle-même est remplie ensuite de terre, et on a des pavages qui ont été posés qui correspondent à une ruelle. On a retrouvé également la base de l'escalier avec les premières marches qui permettaient d'accéder à cette ruelle. Donc on montait comme ça, il manque la partie haute de l'escalier, on accédait à la ruelle et on filait vers le mont du Temple. Sous un autre angle, la céramique, d'un petit exemple des céramiques qui ont été trouvées dans les fondations de l'escalier et sous la ruelle, qui permet de dater cette création du début du XIIe siècle. Alors, une des questions qui était importante, c'était la datation de la création de cette porte. Parce que jusqu'ici, on savait que la porte dite de Barclay, la porte de l'époque hérodienne, était encore mentionnée au XIe siècle. Et ensuite, la porte des Maghrébins n'était mentionnée qu'à la fin du XVe siècle, par Suyuti ou par Mujah al-Din, deux écrivains mamelouks qui parlaient de Jérusalem. Mais ça faisait 4 siècles de différence. Et grâce à ces fouilles, on sait maintenant que cette porte a été ouverte au début du XIIe siècle. Alors, aussi, maintenant, je restitue le cheminement, l'escalier, la partie haute, donc, qui nous manque, mais qui permettait d'accéder à la ruelle. Et la ruelle, donc tout ça, on a l'explication aussi. Ils ont choisi d'ouvrir cette ruelle parce qu'il y avait des vestiges anciens qui permettaient de créer facilement ce passage. Par contre, comme les maisons, les bâtiments de l'époque byzantine ou de l'époque islamique ancienne n'allaient pas jusqu'au mur, il a fallu construire un pont pour la partie finale. Et donc, voici la culée de pont. Je vous la marque ici, à la fois sur le dessin de la coupe architecturale et sur la photographie. Donc ça, c'est toujours la maison que l'on trouve à la droite de l'espace de prière des femmes au Kotel, dans l'alimentation. Et donc ensuite, il suffisait de remettre une arche pour couvrir et on avait l'accès à la porte des Maghrébins. Donc cette fouille nous a permis de reculer de 2 à 300 ans la création de cette porte, de changer sa chronologie. Maintenant qu'on sait que cette porte est ouverte au début de l'époque franque, il faut savoir pourquoi on a ouvert cette porte. Voici la restitution. Donc, je me permets juste de te rappeler de temps en temps, Hervé, de parler un peu plus fort. On a un petit souci de son ce soir. Donc, voici la restitution en 3 dimensions donc, de cette porte. Donc, on a toujours la porte hérodienne dite de Barclay en dessous. Et cette porte, elle s'appelait la porte des Maghrébins. Je vais vous expliquer pourquoi dans 10 minutes. Mais en fait, je pense que maintenant, on devrait plutôt l'appeler la porte des Templiers. Alors, pourquoi porte des Templiers? Parce que la raison pour laquelle on peut expliquer la création de cette porte, donc 1095, je vous rappelle, le pape Urbain II prêche la première croisade, et le 15 juillet 1099, les croisés prennent la ville, massacrant allègrement, sans aucune différence, les musulmans dans leurs mosquées et les juifs dans leurs synagogues. Et puis, dans un premier temps, les rois de Jérusalem, Godefroy de Bouillon et les premiers et les Baudouins premiers, s'installent dans El-Aqsa, qui transforme en palais. Le temps pour eux de construire le palais définitif qu'ils vont occuper juste au sud de la tour de David. Ce palais définitif, il sera construit, il sera terminé en 1120. En 1120, donc, le roi Baudouin quitte les écuries de Salomon et El-Aqsa pour se rendre dans son palais, et il remet l'emplacement à un jeune ordre qui est en train de se créer, qui est par l'initiative de 2 chevaliers français, 2 chevaliers francs, Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer. Cet ordre qui se donne pour but de protéger les routes des pèlerins s'appelle encore les pauvres chevaliers du Christ, et ils vont devenir les Templiers parce qu'ils se sont installés sur le temple. Donc c'est de fait de leur installation ici sur le temple à la place du roi qui va justifier leur dénomination. Mais cet ordre, c'est quelque chose de complètement nouveau et assez incroyable pour le Moyen-Âge, parce que ça perturbe l'organisation sociale. Cet ordre est à la fois un ordre militaire et un ordre religieux, ce qui était quelque chose d'assez incroyable pour la période. Et donc, ordre militaire, alors, ils ont une sortie. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un problème. Ça, il servi. Donc, ils ont une sortie cavalière ici, au sud, donc, qui est ouverte à partir des écuries. Mais comme ce sont des moines aussi, il faut qu'il y ait une sortie piétonnière, une petite sortie piétonnière qui soit contrôlée, puisque les moines ne sont pas censés se promener sans autorisation où ils veulent. Donc, ce qui justifie l'ouverture d'une petite porte où on peut contrôler facilement le mouvement des moines, leur entrée et leur sortie. Donc, les Francs ont laissé sur l'esplanade du mont du Temple de nombreux témoignages. Par exemple, la galerie qui est devant El-Aqsa, les
les colonnes coudées sont parfaitement du milieu du XIIe siècle, donc c'est vraiment une construction franque. La rosace que l'on trouvait sur le chevet plat de l'église est encore en place. À l'intérieur, vous avez de nombreux piliers qui sont encore en place depuis l'époque franque. Et donc, les fronts ont laissé comme ça. Ça, ce sont des salles voûtées qui étaient encore en place dans les années 40, qui ont été détruites par les Anglais, et qui étaient également de l'époque des Francs. Alors maintenant, les Maghrébins, ils sont arrivés, mais ils sont arrivés après. En fait, on sait que lorsque Saladin a pris la ville en 1188, il avait parmi ses troupes des mercenaires qui étaient dans les troupes de son frère El-Adel, qui étaient des mercenaires qui venaient du Maghreb. Et donc, ils ont demandé à pouvoir s'installer sur Jérusalem. On leur a autorisé l'autorisation de s'installer dans ce secteur qui était assez peu demandé parce que c'est un secteur très artisanal, l'odeur n'était pas très bonne et donc c'était pas très, très agréable d'y vivre. Et ils ont construit ces maisons avec de petites pierres. On a retrouvé dans les sols de ces maisons, notamment une bulle d'un chevalier franc du XIIe siècle et ces 3 coquilles Saint-Jacques qui sont des coquilles de pèlerins, qui avaient effectué, de chrétiens qui avaient effectué leur pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui étaient venus ensuite sur Jérusalem. Lorsque John s'est fouillé dans les années 30 la tour de David, il a trouvé une sépulture de pèlerin. Le pèlerin avait encore sa coquille sur son vêtement. Et bon, aussi des petites lampes à huile. Alors ça, c'était donc pour conclure sur la porte des Maghrébins. Donc la première fois qu'on a vu, on avait un élément complètement nouveau d'accès au temple pour la période d'Hérode. Là, on a une porte qui était datée autrefois de l'époque mameloute, que maintenant on date précisément de l'époque franque, et dont on peut expliquer la raison de l'ouverture au moment de l'installation des Templiers. Pour finir, une petite visite, une petite promenade sur la porte la porte est, pardon, qui s'appelle Shar Hamim en hébreu, ou la porte d'or. Donc cette porte, elle est de style byzantin, elle est obturée, donc on peut pas, des murs ont été construits pour obturer la sortie. Si elle est d'architecture byzantine, on a des vestiges, notamment ces chapiteaux qui pourraient bien être des réemplois de l'époque du Second Temple. Dans les obturations, on trouve des archères à niches qui sont tout à fait d'époque de style ayoubide, donc ça correspond bien à l'époque de Saladin. Et donc, cette porte obturée, donc, encore une fois, c'est une occasion pour moi de vous montrer des choses que vous ne pourrez pas voir si vous allez sur le Mont du Temple, parce que le Waqf ferme ces bâtiments et ne laisse pas les visiteurs y pénétrer. Cette porte, dans la légende, dans les traditions juives, on dit que c'est la porte par laquelle va rentrer le Messie. Donc, je pense que pour terminer à la veille du 17 Tammuz, sur un message d'espoir, eh bien, je voulais vous présenter cette porte. Voilà, je vous remercie. Et Hervé, vraiment, merci beaucoup. Alors, je m'excuse auprès de nos auditeurs. Nous avions un problème de son. J'espère que vous m'entendez mieux. Je fais l'effort de parler fort. Nous savions que nous avons un petit problème technique ce soir. Je rappelle aux gens qui auraient des questions. Je sais que c'est très difficile puisque le sujet est très, très technique avec énormément d'informations. Et beaucoup de gens ont demandé à pouvoir revoir tranquillement à tête reposée ta présentation parce que je crois que c'était tellement riche qu'il y avait énormément de choses sur ces entrées. Je dois dire que moi-même, en tant qu'habitant de Jérusalem depuis 40 ans, il y avait une partie, en tout cas des portes, qui me sont totalement inconnues et j'espère avoir le plaisir, comme il me l'a promis, de faire un tour des visus à Jérusalem dans ces portes avec lui. Et j'espère en tout cas qu'une partie d'entre vous, et dès que les frontières seront ouvertes, j'espère que c'est pour bientôt, vous aurez l'occasion de pouvoir venir aussi, avoir l'occasion avec une partie des guides qui sont ce soir aussi parmi nos auditeurs. Et je salue mon ami et l'ami de Hervé, Gilles Pérez, qui est en ligne ce soir, et d'autres encore qui pourront vous faire des visites magnifiques dans ces différents endroits. Et si vous avez des questions, alors on nous demande, Hervé, par exemple, est-ce qu'il y a-t-il des livres que l'on peut recommander aux gens qui veulent aller plus loin dans cette connaissance de ces portes, des ouvertures, des choses en français qui existeraient? Sur les portes, le sujet des portes, je ne crois pas qu'il y ait de livres en français. Il y a assez peu de livres de vulgarisation sur le Mont du Temple. Parle doucement, tu parles trop vite, Hervé. Je ne vois pas de livre particulier sur les portes. Je crois que la chose la plus accessible, mais c'est en anglais, je ne pense pas qu'il y ait de traduction en française, c'est l'Atlas de Dan Baat, qui est régulièrement revisé
et donc qui donne à la fois des renseignements sur le mont du Temple, mais aussi sur l'archéologie de la ville. Il faut que je réfléchisse. Sinon, lire, il y a des traductions en français des récits de pèlerins, notamment Benjamin Tudel et Tarka de Ratisbonne, qui ont écrit en hébreu. Donc, pour ceux qui lisent l'hébreu, vous pouvez lire les textes en hébreu, c'est toujours mieux de lire la première mouture. Mais ces textes ont été traduits. Donc, il y a un livre qui fait à peu près, qui regroupe tous ces récits de pèlerinage, à la fois de juifs, de chrétiens, de musulmans, au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, c'est à la période des croisades. Donc, je pourrais vous fournir la référence, je ne l'ai pas en tête comme ça, mais je pourrais la fournir pour vous D'accord. voilà. Deux autres questions à Hervé. La première, quels sont les prochains chantiers prévus? Peux-tu nous dire sur quoi les archéologues ou toi-même ou des autres Alors, équipes il y a aujourd'hui il y a un chantier très important que je pensais évoquer, que je n'ai pas évoqué, c'est celui de l'Arche de Wilson. C'est-à-dire qu'il y a un chantier qui s'est déroulé sous l'Arche de Wilson, où on recherchait la prolongation d'une rue hérodienne qu'on ne trouve pas, qu'on trouve au sud du mont du Temple, mais qui manifestement ne se perpétue pas sur l'ensemble de la longueur. Et surtout, c'était l'occasion de voir comment s'étaient installées les bases du pont par lequel on pénètre donc, actuellement sur ce qu'on appelle la porte de la Chaîne, Charles-Chapsalette, mais qui est donc une porte pour laquelle il y a encore de nombreux débats chez les archéologues, savoir si elle a été reconstruite après la destruction du temple ou à l'époque romaine ou à l'époque byzantine. Et les deux piles de ponts qui ont été dégagées, l'une à côté de l'autre, qui correspondent à un agrandissement du pont d'origine, ces deux piles de ponts sont toutes les deux de la période du Second Temple. Une qu'on pensait être ou romaine ou islamique ancienne est en fait une reconstruction de l'époque d'Hérode elle-même. C'est-à-dire que sur l'espace de 10-15 ans ou 30 ans, 40 ans maximum, on a doublé en largeur la rue qui permettait d'entrer à cet endroit autant. Ça, c'est un élément complètement nouveau, mais je pensais l'évoquer, mais comme ce n'est pas moi qui ai fait la fouille, j'ai préféré évoquer deux de mes opérations, et puis j'avais un problème de temps aussi, donc, puisque je ne devais pas parler pour plus de 30-35 minutes, pour laisser du temps aux questions, et puis avec la présentation avant. Donc, j'ai décidé de ne pas la présenter, mais il faut savoir que cette fouille vient d'être finie. Alors, on n'a pas encore digéré tous les résultats, il y a encore des dations carbone 14 qui sont en attente. Mais pour le moment, on a la surprise de voir que ce doublement de la largeur des piles du pont sont toutes les deux de la période d'Hérode au sens large, fin du 1er siècle, début du 1er siècle. Hervé, sans vouloir évidemment te poser une question piège, une question difficile qui brûle un petit peu aux lèvres de différentes remarques qui ont été faites, y compris de remarques que tu as fait toi. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans le débat politique, évidemment, mais peux-tu nous dire malgré tout, dans ce contexte, et pour les gens qui connaissent l'endroit, ne connaissent pas l'endroit, on parle vraiment d'un mouchoir de poche de quelques centaines de mètres carrés. Hein. Je ne m'avancerai pas dans des chiffres exacts, Hervé est plus compétent que moi. La cohabitation ou la tension politico-religieuse, sans vouloir prendre aucune position politique, j'allais dire, comment malgré tout, dans ce contexte, on arrive de façon professionnelle, scientifique à faire des fouilles et dans le même cadre d'idées, est-ce que l'UNESCO, est-ce que les instances internationales s'intéressent et donnent la valeur réelle que ces fouilles nous apportent comme résultat historique? La fouille que j'ai eu l'occasion de diriger, qui est particulièrement répondre à ces questions, c'est celle de la part des Maghrébins. Donc en 2004, la rampe s'effondre. Les ingénieurs, les spécialistes expliquent que ce n'est pas restaurable, il faut construire quelque chose de nouveau. Il faut savoir que si on respecte le statu quo qu'on a avec les musulmans, c'est le seul endroit par lequel on peut faire pénétrer des non-musulmans, donc des juifs ou des touristes qui souhaitent visiter l'esplanade. C'est la seule possibilité qu'on a. Alors soit on restaure et puis on construit effectivement un pont et on continue à s'en servir, soit si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'est même plus dans le status quo puisqu'on n'a plus la possibilité de faire monter des non-musulmans sur le mont du Temple. Donc, lorsque j'ai dirigé cette fouille, on a eu des visites de l'UNESCO, on a eu des visites des Turcs, des visites des Jordaniens, on a eu tout le monde. Et l'UNESCO, notamment dans ses rapports, disait on n'a rien à redire sur la fouille, c'est fait comme il faut, il n'y a pas de volonté de masquer, au contraire. Lorsque j'ai reçu les Jordaniens et que je leur montrais les vestiges, ils me disaient c'est les vestiges quoi? Je leur expliquais c'est les vestiges du palais 4 au Mayad. Ils me disaient vous allez détruire? Je dis non, on va le restaurer. Ils étaient un peu défaits de penser que les Juifs allaient restaurer un palais omeyyade. Et pour nous, les vestiges, leur importance, c'est un peu leur importance historique qui compte on a aussi un devoir de protection du patrimoine.
Et donc, par contre, l'UNESCO, donc, dans ses rapports, disait que c'était très bien fouillé, mais il ne fallait pas fouiller là. Mais, mais c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si on ne restaure pas cet accès, actuellement, le pont provisoire, c'est pas très beau, ça empiète sur l'espace de prière des femmes. Et, je ne vois pas pourquoi on conserverait cette construction provisoire, alors qu'on a tous les éléments pour mettre en place. Moi, lorsque j'ai quitté le chantier de Malabou Rabim, les 4 plots de béton étaient écoulés et les fers à béton sortaient pour accueillir les 4 piles de pont. Le pont, il existe, il a été complètement construit. Il est en pièces détachées dans un hangar. C'est un pont en métal et en verre, qui est quelque chose qui est très fin, qui devrait être très joli dans le paysage, qui permettra en plus, avec le verre, aux personnes qui accéderaient sur le pont de voir les vestiges du chantier en dessous. Donc, mais tout ça, c'est lié à des décisions politiques. Donc, les archéologues ont fait leur travail, c'est maintenant politique de faire le leur. Très bien, je crois que sur cette conclusion, Pas d'autres qui, questions? pardon, je t'écoute, Hervé. Pas d'autres questions? Il y a beaucoup de remarques, tu pourras lire le chat tranquillement. Il y a beaucoup de félicitations, évidemment, sur cet exposé brillant, intéressant, instructif. Il y a des gens qui nous écoutent depuis l'Espagne, depuis la France, depuis Israël, les gens qui veulent revoir. Évidemment, il y a beaucoup d'autres petites questions techniques. Est-ce que la porte des Maghrébins est visible du côté des femmes? D'autres petites questions, je n'ai pas voulu rentrer dans les petites questions, rester dans l'ordre général. Il est masqué par les Euh, constructions, mais Pardon? de l'espace des femmes, la porte des Maghrébins est masquée par les constructions, parce qu'on est Voilà, est masqué par les constructions, tout à Mais, fait. si vous descendez les escaliers d'un côté ou l'autre qui mène à l'esplanade du Cotel, vous pourrez la voir, cette porte. C'est une porte toute simple, hein, une porte franque à croiser enfin, avec une ogive. D'accord. Alors, non, non, Oui, enfin, il y a beaucoup de remarques. Il y a aussi un certain nombre de questions auxquelles on a répondu au fur et à mesure qu'on s'est permis de répondre pendant que tu faisais ta conférence, Hervé. Il y a beaucoup de gens qui veulent revoir pour mieux comprendre parce que tu as mis énormément d'illustrations. Je crois que ça, c'est des choses inédites. C'est très important. Et des gens demandent une suite d'ailleurs, probablement une autre conférence sur un autre thème. Nous envisagerons la rentrée après les vacances. Je crois que pour une introduction, pour nous préparer à sentir mieux Jérusalem, la pierre de Jérusalem qui est un tel symbole, l'histoire, la richesse, la profondeur, et comprendre, je crois, en quelques mots, ce que recèlent ces quelques centaines de mètres carrés, je ne veux pas dire de kilomètres carrés, parce qu'il n'y a pas plusieurs kilomètres carrés, il y en a moins qu'un, ou à peine un. Je crois que ce petit exemple de la synagogue Oel Yitzhak que tu nous as montré, et ces 13 mètres de profondeur, c'est, je crois, pour beaucoup d'entre nous, la meilleure explication de cette richesse, de cette profondeur, de cette histoire millénaire du peuple juif, mais aussi d'autres personnes, d'autres peuples qui ont partagé pendant des centaines d'années, tels que les croisés et d'autres dont tu nous as parlé un petit peu en quelques mots. Je crois que c'était vraiment une très bonne introduction pour nous qui allons maintenant dans quelques instants faire notre repas avant le jeûne du 17 Tammuz. Je crois que c'est une magnifique préparation spirituelle. Vraiment, je veux remercier Hervé. S'il a un mot de conclusion, avec plaisir, je lui donne la parole avant de conclure la séance. mais je pense on évoquait la stratigraphie de Yitzhak, évidemment. En bas, on a l'époque hérodienne, donc l'époque de la magnificence du temple qui est encore en place. En haut, on a la construction de la synagogue, cette synagogue qui était détruite et qui était restaurée aussi brillamment qu'elle l'est actuellement. Donc, on a pas l'impression d'avoir bouclé la boucle. Et au milieu, on pourrait avoir l'impression que c'est vide. C'est pas vide parce qu'au Moyen-Âge, par exemple, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais dans les fouilles qu'on a fait pour la période médiévale, on a mis en évidence un petit atelier avec une fosse dont le rendu était un enduit hydraulique qui servait à conserver des liquides. Et cette rue de la rue Agaille, les Francs l'appelaient la rue des tanneurs, ou la rue des fourriers. Et donc, ces tanneurs, ces fourriers, sont évoqués par les récits de pèlerinage de Tarkia de Ratisbonne et surtout de Rabbi Benjamin Tudel, qui disent que, alors qu'on sait qu'au début du XIe siècle, les Francs avaient interdit la ville aux Juifs, au milieu du XIe siècle, Benjamin Tudel dit les seuls Juifs que j'ai rencontrés à Jérusalem, ce sont des tanneurs qui exercent leur profession.
parce que finalement, c'est une profession assez difficile, assez désagréable. Et donc, les Francs ont bien été obligés de laisser revenir les Juifs, ou une partie des Juifs à l'époque, pour effectuer ces travaux. Donc, même, même en période de colonisation ou de période aussi difficile que la période franque, il y avait effectivement, au milieu du XIIe siècle, des Juifs qui vivaient et qui pratiquaient leur religion à Jérusalem. Toda Rabba, merci pour ces mots de conclusion, Hervé. Je remercie notre très nombreux public qui nous a accompagnés ce soir. Et pour les gens qui veulent revoir, vous avez reçu tous les liens, YouTube, Facebook et autres sur le chat. Et à très bientôt de vous revoir pour une prochaine conférence. Merci beaucoup. Merci à Yasmine, merci Hervé. Et encore une fois, Alors, bravo Hervé pour si, ce une magnifique. dernière chose, là, les choses étaient présentées en photographie, mais j'invite tous les gens à venir dès qu'on pourra déconfiner définitivement, à venir à Jérusalem voir les choses en réalité. Évidemment, évidemment. Toda Rabba, Erev Au revoir. Tov, Kol Tov.